Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition spéciale du journal, largement consacrée ce soir à cette opération policière en cours à Forêt. Une perquisition a dégénéré aux alentours de 15h, elle s'est transformée en fusillade. Plusieurs échanges de tirs ont eu lieu. Arnaud de Spiegelard, on vous retrouve précisément du côté de la rue du Dérice où des coups de feu viennent de retentir. Oui, des coups de feu viennent de retentir. Il y a une minute à peine, il y a eu plusieurs tirs, j'en dirais 5 à 6 tirs isolés. Selon toute vraisemblance, ce seraient des tirs qui proviendraient des forces de l'ordre, puisque là tout à l'heure on a également eu des coups de feu aux alentours de 5h moins quart, et à ce moment-là c'était de véritables rafales qui, elles, proviendraient de Kalachnikov. C'est dire si les personnes actuellement recherchées pour lesquelles ces perquisitions ont lieu sont bien armés et détentent bien des armes. Alors selon diverses informations, cette perquisition ne serait pas en lien avec Salah Abdeslam. Je ne sais pas si vous voyez derrière moi, mais des policiers viennent de sortir d'un combi, une dizaine, et essayent de passer par les jardins arrière, et là demande à toutes les personnes, parce que là-bas on a une vue plus directe sur la rue du Driss, demande à toutes ces personnes de reculer et de revenir dans une position plus sécurisée. Donc c'est vous dire que l'opération ici n'est toujours pas terminée. Elle a commencé aux alentours de 14h30 et déjà à ce moment-là il y avait une certaine tension. Il y a évidemment autour de moi beaucoup de parents encore très inquiets de savoir quand leurs enfants vont pouvoir être libérés, parce que comme vous le savez, on l'a dit, il y a plusieurs écoles ici qui sont bouclées par le périmètre de sécurité, et les enfants sont cloîtrés en sécurité dans cette école, mais forcément les parents, les familles, les voisins sont inquiets. Merci beaucoup Arnaud pour ce point en direct, et nous allons prolonger la discussion avec vous, Elisabeth Groutas. Donc Arnaud l'a précisé, Salah Abdeslam ne serait pas concerné, ne serait pas visé par cette opération policière, et cela selon l'agence France Presse. C'est une opération qui est menée en collaboration avec la police française. Oui, tout à fait. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur français, le confirme. C'est bien une opération qui a été menée main dans la main par la police française et la police belge. Alors, ce n'est pas du tout fréquent. La dernière fois que ça a été le cas, c'était lors d'une opération à Verviers. Là, il y a eu des échanges de tirs. Trois policiers ont été blessés. Les enquêteurs effectuaient bien cette opération ici dans le cadre des attentats de Paris. La maison qui est visée pour le moment a bien été visitée, mais les enquêteurs ici s'attendaient à une opération de routine, et ce n'est pas le cas. Alors pour le moment, l'opération n'est pas terminée, et il n'est pas exclu que le Conseil national de sécurité se réunisse en soirée pour éventuellement relever le niveau de menace ou discuter d'autres mesures éventuelles supplémentaires. Oui, c'est également la première fois que la police a fait face visiblement à des assaillants qui étaient armés, qui étaient déterminés, puisque des échanges de tirs vers la police ont eu lieu. Oui, c'est la première fois depuis les attaques de Verviers. Alors depuis les attentats du 13 novembre, il y a eu toute une série de perquisitions qui ont été menées. Il y a 11 personnes qui ont été inculpées, 8 sont toujours en détention. L'assaut qui a été donné rue de Launoy a été l'une des perquisitions les plus marquantes pour l'opinion publique. Souvenez-vous, c'était en novembre dernier. C'est la maison d'Ayoub Bazarouche qui était visée. Là, les enquêteurs cherchait Salah Abdeslam. Apparemment, ce ne serait pas le cas ici. Cette perquisition n'avait rien donné. Il y avait eu d'autres perquisitions menées notamment à Skarbé, on avait retrouvé l'ADN de Salah Abdeslam, mais aussi celui de Bilal Hatfi, l'un des kamikazes du Stade de France. Mais bon, c'est bien la première fois qu'il y a une perquisition qui donne lieu à des coups de feu depuis les attaques de Verviers. Et donc, ça a bien surpris les enquêteurs qui ne s'attendaient pas du tout à ça. Merci Elisabeth, et nous allons tout de suite rejoindre notre deuxième équipe sur le terrain. Pierre Baudot, vous vous trouvez du côté de la place Saint-Denis. C'est un quartier très densément peuplé. Les habitants sont invités à rester à l'intérieur de chez eux. Des riverains qui affluent aussi petit à petit aux abords du périmètre de sécurité. Comment est l'ambiance sur place autour de vous ?
Oui, beaucoup d'agitation marine, beaucoup de curieux, comme vous le dites, qui viennent voir un peu ce qu'il se passait de ce côté-ci, de la côté de la place Saint-Denis. Mais c'est le calme. L'hélicoptère qui fait des allers-retours vient de se remettre en état stationnaire ici au-dessus de la place Saint-Denis. Alors on ne sait pas exactement comment on peut interpréter ce retour de l'hélicoptère. Peut-être va-t-il se passer des choses dans les minutes qui suivent. Mais pour le reste, on le rappelle, la police a évidemment interdit de filmer toutes les opérations qui sont en cours, par mesure de sécurité bien évidemment, et on remarquera, vous le voyez sans doute derrière moi, beaucoup de presse internationale. Donc il y a nos collègues italiens, suédois, ukrainiens, qui est français bien sûr, qui sont présents, et tout le monde est en stand-by ici du côté de la place Saint-Denis. Merci Pierre. Donc une opération qui est toujours en cours à l'heure où nous parlons. Peut-être faire un point pour rassurer les parents éventuels qui nous regardent, puisque toutes les écoles du quartier ont été évacuées. Les enfants sont donc en sécurité. On parle de l'école La Cordée, la crèche Le Dries, la crèche Le Petit Matelot et d'une autre crèche néerlandophone. Les enfants sont donc en sécurité pour l'heure. Je vous propose à présent d'entendre le bourgmestre de Forêt, Marc-Jean Guessel, s'interviewait un petit peu plus tôt dans l'après-midi. Donc, il y a une perquisition qui a débuté en début d'après-midi, qui a donné naissance à un échange de tirs, donc un incident de tir. Apparemment, un ou deux auteurs ou plusieurs auteurs seraient retranchés dans un immeuble. La police a immédiatement établi un périmètre de sécurité. C'est le fait que vous soyez là et que vous n'ayez pas accès à la place Saint-Denis. Et puis les forces spéciales sont arrivées sur place avec des renforts éventuellement de la police judiciaire fédérale. Et donc maintenant, l'opération est en cours. Je veux dire. Il y a des crèches, une école, il y a beaucoup de parents inquiets. Qu'est-ce qui se passe pour ça? On a évacué la crèche de la rue de la Station. Et pour la crèche et l'école qui se trouvent pour ceux qui connaissent, entre la rue du Dries et la rue de Halle, on a simplement bien fermé les portes. C'est sécurisé par la police. Et on a demandé aux parents de patienter dans mon bureau en les rassurant, parce que les enfants ne sont absolument pas en danger. C'est vraiment important de bien le souligner. Le seul danger, c'est évidemment de se promener en rue, puisqu'il y a quand même eu des tirs. Et donc, c'est une mesure particulière de précaution. Et donc, il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir pour les enfants, ni pour les voisins, ni pour les riverains. Je crois que c'est vraiment essentiel. Recommander la prudence. Oui, on a demandé à tous les habitants de rester chez eux. On a invité les gens qui se promenaient à rentrer à la maison et à ne pas traîner en rue. Voilà, c'est les mesures élémentaires de précaution. Très bien. Voilà, des habitants qui sont donc invités à rester confinés chez eux. Tout le quartier est en effervescence, évidemment, vous l'imaginez. Je vous propose à présent d'entendre ces quelques témoignages recueillis également par nos équipes sur place. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, mais on est en train dans un magasin, on est venu parce que ma voisine, il y a quelqu'un qui est rentré, ils ont déposé une boîte, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans, elle dit que faut pas toucher, pas ça. Et après ils ont parti en courant avec des masques et tout. Je sais pas, on ne sait pas que c'est des jeunes, mais on ne sait pas qu'est-ce que c'est. En tout cas, moi j'étais pas là, j'étais dehors dans les magasins. Et vous habitez là dans la rue? Bah oui, je suis dans le quartier là, mes enfants ils sont à l'école, ils sont vraiment tout graves, ils sont tout paniqués, on ne sait pas qu'est-ce que c'est, vraiment c'est grave. Vous avez eu un contact avec l'école? Oui, on a dit que on doit vraiment, c'est tout sécurité, c'est tout. Ils ont bien rentré à l'intérieur de l'école, ils ont bien protégé. Mais avec les pistolets, tout ça, les bombes, s'il n'y a pas de protège, tu sais, monsieur, s'il y a une bombe ou il y a quelque chose comme ça, c'est grave, hein, ça touche vraiment, je ne sais pas combien de mètres. Et donc vous devez attendre là? Oui, j'ai pas de choix. J'ai pas de choix, monsieur. Mon cœur, il est là-bas, mais moi, je suis là. Mais j'ai pas de cœur, en fait, je suis sans cœur. Mon cœur, tout, il est là-bas, quoi. Voilà, retour en plateau. Nous allons tenter de décortiquer avec vous, Elisabeth Groutars, la situation qui se déroule en ce moment. Rappelez également que Salah Abdeslam n'était pas visé par cette opération policière, selon l'agence France Presse. Qui recherche-t-on encore dans cette enquête, cette vaste enquête à la suite des attentats de Paris? Mais pour le moment, Marine, c'est difficile à dire. On sait que la police recherche toujours un ou deux auteurs de ces coups de feu tués. Ils se seraient enfouis par les toits de ces maisons voisines à Forêt. Selon la VRT, la chaîne publique, il y aurait un suspect qui serait neutralisé, mais c'est une information qui n'est pas confirmée par le parquet fédéral. Donc on ne connaît pas l'identité de ces auteurs, on ne connaît pas non plus le type d'armes qu'ils ont
utilisées. Ce qu'on sait, c'est que ces personnes étaient déterminées à tirer. Ça en dit long donc sur leur motivation. 2 personnes seraient encore retranchées dans cette maison à Forêt, mais à nouveau, ce sont des hypothèses. Et alors, les enquêteurs apparemment cherchaient ici des indices donc en rapport avec les attentats de Paris et plus particulièrement en rapport avec l'entourage de 2 personnes liées aux attentats de Paris. Alors, est-ce qu'il s'agit des personnes qui sont encore inculpées, des 11 inculpés? Ça, on ne le sait pas encore. Merci Elisabeth. On rappelle également qu'un Conseil national de sécurité pourrait se réunir ce soir. Le Premier ministre Charles Michel suit les événements de très près en compagnie de Yann Yambon, ministre de l'Intérieur, mais aussi de Koen Geens, le ministre de la Justice. Aucune décision n'a été prise pour l'heure, mais donc je vous le rappelle qu'un Conseil national de sécurité pourrait se réunir. Et je vous propose à présent de reprendre la direction de Forêt où se trouvent toujours mobilisées nos équipes sur le terrain. Arnaud de Spiegelard, comment la situation évolue-t-elle? Les forces de l'ordre sont en nombre et sont toujours largement mobilisées sur place? Oui, largement mobilisé depuis 18 heures maintenant. On vous l'a dit, il y a eu certains coups de feu, certains tirs. La police aussi est arrivée en grand nombre et nous a demandé de reculer. Ils ont élargi le périmètre de sécurité. Tout porte à croire donc il se passerait quelque chose, en tout cas que ça bouge entre la rue de Driss et la rue de l'Eau, entre les forces de l'ordre et les supposés terroristes, en tout cas personnes pour lesquelles on a perquisitionné ici. Alors autre information à vous donner parce qu'on se trouve juste en face de l'usine Audi ici à Forêt. La direction a envoyé un communiqué recommandant fortement à tous les employés de rester à l'intérieur de l'usine tant que l'opération est en cours et pour l'instant elle est encore bel et bien en cours. Voilà, une opération en cours et sur laquelle nous avons décidé de ne pas vous montrer d'images puisque c'est une recommandation de la police fédérale qui appelle donc ce soir à la plus grande prudence concernant la diffusion d'images pour ne pas compromettre évidemment les opérations en cours. Elisabeth Groutard, vous avez des éléments sur ces hommes blessés, ces policiers blessés. On parle de 3 agents blessés. Oui, donc selon des sources policières, ces 3 policiers blessés, dont un grièvement, seraient belges et non français. Ils auraient été blessés donc dans le cadre de cette perquisition qui a mené à des coups de feu vers 15 heures. Alors le nombre de ces auteurs d'échanges de tirs est donc encore complètement indéterminé. Ils sont pour certains toujours en fuite, d'autres seraient retranchés dans cette maison à Forêt. On parle de 2 tireurs en fuite, 2 retranchés à Forêt. Et c'est donc, on le rappelle, pour la première fois qu'il y a des échanges de tirs depuis les perquisitions menées à Verviers et que ces perquisitions ont été menées main dans la main avec la police belge et française. Merci Elisabeth et je vous propose à présent de visionner un reportage qui reprend l'ensemble des perquisitions qui ont été menées depuis ces attentats de Paris. C'est un reportage signé par nos journalistes de la rédaction. On regarde. Au lendemain des attentats de Paris, les enquêteurs sont sur les traces de Salah Abdeslam à Bruxelles. Le 16 novembre, la rue de Launois à Molenbeek est bouclée par les forces spéciales, mais le suspect recherché n'a pas été trouvé. 3 jours plus tard, il y a 9 perquisitions conjointes en région bruxelloise en lien avec Bilal Atfi, l'un des kamikazes du Stade de France. Le 9 décembre, la police fédérale perquisitionne un appartement de la rue Henri Berger à Schaerbeek. Les enquêteurs y trouvent un véritable atelier de confection de matériel explosif et une trace de l'ADN de Salah Abdeslam, le suspect numéro 1, toujours en fuite. Il aurait séjourné à Schaerbeek pendant près de 3 semaines. Le 20 décembre, des perquisitions ont lieu dans le quartier d'Ansart, rue de la Clé. 2 frères suspectés d'avoir un lien avec les attentats de Paris sont interpellés. Le 30 décembre, l'enquête ramène la police fédérale rue de Launois à Molenbeek et à Laken. Le 20 janvier, c'est la chaussée de Gand qui est bouclée, mais au final, Salah Abdeslam n'a toujours pas été retrouvé. Voilà, Salah Abdeslam qui ne serait donc pas visé par cette opération
policière en cours. Je vous propose à présent de visionner le témoignage d'une personne sur place. Je vous rappelle que ce quartier de Saint-Denis et de la rue du Driss est en effervescence, qu'une vaste opération policière est en cours. Des échanges de tirs se sont déroulés entre la police et plusieurs assaillants à la suite d'une perquisition qui était liée aux attentats de Paris, à l'enquête sur les attentats de Paris. On écoute tout de suite ce témoignage recueilli par notre équipe sur place. Quand je suis arrivé place Saint-Denis, j'avais remarqué que devant la pharmacie, donc loin de là quand même, il y avait une voiture de police avec des policiers avec les mains sur les armes, mais j'ai pu aller jusqu'à la place Saint-Denis sans problème, quoi. Vous doutiez que Non, rien du tout. Ça dans le voisinage? Non. Dans le voisinage, écoutez, la police nous en dira peut-être un petit peu plus, mais j'imagine que ça pourrait être la suite d'arrestations de peut-être, djihadistes ou je ne sais pas quoi. Ça ne vous étonnerait pas? Ça ne m'étonnerait pas, non. Dans le quartier, ça ne m'étonnerait pas. Voilà, et retour en plateau à présent. Elisabeth Groutars, vous avez des nouveaux éléments concernant les écoles et les crèches qui se trouvent justement dans ce quartier qui est bouclé pour l'instant. Oui, tout à fait, Marine. Donc, selon des sources policières, la crèche des Petits Matelots, la crèche de la Driss, de l'école de la Cordée et une école néerlandophone qui est tout près de cette maison à Forêt. Donc, dans cette école, il y avait des élèves qui étaient retranchés, qui avaient été mis en sécurité. Et maintenant, ces élèves vont pouvoir être évacués dans les plus brefs délais. Leurs parents patientaient dans la salle du collège du numéro 14 de Saint-Denis. Ils vont pouvoir enfin les retrouver. Donc tout cela devrait se passer dans les quelques minutes à venir. Voilà une opération qui est donc toujours en cours. Je vous propose à présent de passer au reste de l'actualité. Nous reviendrons évidemment sur cette opération policière toujours en cours à Forêt un petit peu plus tard dans le cours de ce journal. Et puis, autre titre de l'actualité, ces problèmes de mobilité à Laeken. En 2 mois, 1200 procès-verbaux ont été dressés pour stationnement sauvage dans la rue Marie-Christine. Dans cette artère commerçante, les doubles fils sont devenus légion, comme on va le voir avec Michel Gaillard, Thierry Duboquet et Charles Carpro. Un camion en double fil, des places livraison occupées par des voitures. Plus que quotidienne, la scène est permanente, rue Marie-Christine à Laeken. Pour se garer, vous voyez, on est tout le temps en double fil, des trucs comme ça, quoi. Vous venez souvent ici? Ça arrive souvent que des gens prennent votre place de parking de livreur? Oui. Je suis chaque jour ici, chaque jour c'est comme ça. Pourtant, la police passe, mais des amendes, ça sert à rien apparemment. Non, ils nous écrivent les amendes chez nous, en nous. Donc on est en livraison, on ne sait pas où on doit se garer, on se met juste ici, il vient derrière nous, il nous met une amende. Il y a des accidents à chaque fois, il y a des accrochages, d'office de toute façon. Si un camion il se met en double fil, les voitures qui descendent, les voitures qui montent, chacun il veut passer et chaque fois ça s'accroche. Pourtant, la police sanctionne. 1200 procès-verbaux ont été dressés entre le 1er janvier et le 9 mars, dont 200 pour stationnement en double fil ou 800 pour usurpation d'emplacement réservé aux livreurs. Une rue est très étroite, il y a beaucoup de véhicules qui sont à la fois des véhicules des riverains, des véhicules des commerçants, des véhicules des gens qui déposent par exemple leurs enfants à l'école, et donc tous ces éléments mis ensemble font une situation de congestion. Des cartes de riverains ont déjà été distribuées, mais elles sont plus nombreuses que les places existantes. La ville songe donc à construire du parking. Il faut penser à des parkings, et la problématique parking aujourd'hui, dans ces quartiers densément peuplés, devient une problématique de parking pour les riverains, pas seulement pour les gens qui viennent en visite dans le quartier. Les riverains devront toutefois prendre leur mal en patience. Entre les demandes de permis et les éventuels recours, le dossier de la construction d'un parking peut prendre 2 à 3 ans avant d'aboutir. À Molenbeek, cela fait 5 mois que la plus grande crèche de la commune est fermée. Le bâtiment est inaccessible depuis la chute d'un balcon. En attendant, il a fallu trouver une solution pour les 90 enfants qui y sont inscrits. Et comme le souligne la dernière heure ce matin, la situation n'est pas prête de s'arranger. Jean-Christophe Pezès, Béatrice Broutou. Cela fait plus de 4 mois que les portes de la crèche communale Reine Fabiola sont closes. Depuis qu'un balcon s'est effondré dans l'immeuble qui l'abrite
et que l'on attend des garanties sur la stabilité de ceux de tout l'immeuble. Des conclusions qui tardent, et c'est le syndic qui gère la copropriété qui est mis en cause. Le syndic n'a pas pris des mesures suffisamment urgentes que pour pouvoir répondre à ce souci de sécurité. Donc aujourd'hui, il y a un changement de syndic. Les copropriétés sont, je dirais, un processus difficile pour mettre en œuvre des mesures, pour pouvoir débloquer des fonds pour des travaux. Tout cela, évidemment, prend du temps. En catastrophe, les enfants ont dû trouver refuge ailleurs, dans 2 nouvelles crèches, dont la commune de Molenbeek a précipité l'ouverture. Un véritable soulagement pour les parents de ces bambins. Les enfants ont pu avoir leur péricultrice habituellement, ce qui est très important pour les enfants. Et donc l'environnement a changé, mais le fait d'être bien accompagnés par leur péricultrice habituelle a permis cette transition en douceur et de ne pas être trop perturbés au quotidien. En attendant, la commune se voit privée de 72 nouvelles places de crèche. Elle n'a eu d'autre choix que de retarder les inscriptions. Nous avons trouvé une solution transitoire, mais avec la difficulté que nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir de nouvelles inscriptions dans ces 2 crèches. À l'heure qu'il est, personne ne peut dire quand la crèche Reine Fabiola sera à nouveau accessible. La commune, qui possède près de 7% des parts de la copropriété de l'immeuble, compte bien peser de tout son poids pour que les 90 places soient disponibles le plus vite possible. La NVA serait-elle en train de payer le prix de sa participation au pouvoir? Le parti de Bart De Wever reste le premier en Flandre, mais n'a jamais été aussi bas depuis 6 ans, selon un sondage de la VRT et du Standard. 27,3%, c'est 5 points de moins que les 32,4% des élections de 2014. Lors du dernier sondage du mois d'octobre, la NVA pointait encore à 31,1%. Le CDNV est le seul parti du gouvernement a progressé légèrement. Groen et le Vlaams Belang sont en nette progression. Et puis l'économie, à présent, avec ce chiffre, le nombre de chômeurs en Belgique a quasiment triplé en 60 ans. C'est ce que révèle l'ONEM. En 1954, on comptait 171 600 chômeurs. En 2014, ils étaient 630 806. C'est une augmentation de 267%. Des chiffres qui révèlent que notre pays ne s'est toujours pas remis de la crise pétrolière de 1974, selon cette analyse du journal Le Soir. Et on ne le dira jamais assez, les métiers manuels offrent de nombreuses possibilités d'emploi. Le championnat sur ces métiers se déroule en ce moment à Bruxelles Formation. Les meilleurs apprentis, ouvriers et artisans feront partie de l'équipe qui défendra les couleurs de la Belgique au championnat européen en Suède. Ici, ce qui est important, c'est la réalisation d'un projet sur à peu près 2 fois 6 heures. L'expérience du jeune va être mise à contribution. Il doit à la fois être précis et rapide. Donc l'exercice est fait vraiment pour les juger sur ce niveau-là. On a à la fois il y a un compétiteur qui a 25 ans qui travaille en entreprise depuis un certain nombre d'années. Et on a des tout jeunes qui ont 16-17 ans et qui eux sont toujours à l'école, apprentis. Et ils commencent dans la filière et ils apprennent le métier. La santé, avec cette initiative des jeunes médecins de l'UCL pour démystifier l'hôpital chez les plus petits. Pendant 3 jours, 900 enfants sont attendus à la clinique des nounours. De la patte cassée aux problèmes cardiaques, les peluches sont soignées comme si c'était vrai et les étudiants apprennent dans le même temps à rassurer les enfants. Elisabeth Groutars et Charles Garpro. C'est le rendez-vous à ne pas manquer pour les doudous malades et leurs très jeunes propriétaires. Dans la salle d'attente, ces élèves de 3e maternelle patientent, inquiets pour la santé de leurs petits protégés. Qu'est-ce qu'il a ton nounours? Il a mal à la patte. Comment est-ce qu'il s'est fait ça? Il marchait quelque part et il est tombé. Il s'est brûlé. Comment est-ce qu'il s'est brûlé? Il a allumé une bougie. Et il a mis sa main dessus et il s'est brûlé. Pour les soigner, direction la consultation, encadrée gratuitement par des nounoursologues, étudiants et professionnels. Ici, les peluches sont auscultées, mesurées et même pesées. Ce qu'on va faire, c'est attendre le 0. Tu vas mettre le nounours. Voilà. Est-ce que tu vois les chiffres?
Pour le petit cochon de Béatrice, le diagnostic est sans appel. Il tousse beaucoup, donc on va lui prescrire des médicaments, comme ça il peut passer chez l'infirmière et les kinés qui vont l'aider à respirer et aller chercher les médicaments qu'il faut pour bien soigner son nounours. Après une prise de sang, Béatrice emmène donc son amie chez les étudiants de kiné et participe activement à une séance sous l'œil très attentif de sa pluche. Pendant ce temps, d'autres enfants encadrés par plus de 400 étudiants apprennent les règles d'hygiène en dentisterie ou opèrent les cas les plus critiques. Donc notre but vraiment, c'est qu'ils apprivoisent ce milieu, qu'ils aient plus peur, qu'ils comprennent aussi pourquoi on fait des prises de sang, pourquoi on fait des radios, pourquoi on va chez le dentiste. Mais également pour les étudiants, c'est aussi très intéressant parce que on aura des patients qui seront des enfants plus tard. Et c'est vrai que c'est pas la même chose que les adultes. Ils sont plus spontanés ou plus timides et ça aide à les apprivoiser également. Et finalement pour Béatrice, comme pour près de 900 enfants participants, plus de peur que de mal. Oui, il est guéri. Contente ? Oui. Les nounours sont sauvés et vont pouvoir rentrer chez eux en bonne santé. Transmettre le plaisir de la lecture aux aveugles à Woluwe-Saint-Pierre, des séances de lecture à voix haute sont organisées pour les non-voyants. Les participants sont invités ensuite à élire le meilleur roman. C'est la première fois qu'un tel concours est organisé. Aline Jacobs, Mathias Ducaju. La voix a été entendue jusqu'à dehors. Suivre la voix et se laisser raconter une histoire. Pendant 2 heures, ces personnes malvoyantes ont voyagé au Congo. Se faire conter une histoire, une expérience bien différente de la lecture en braille. C'est le meilleur cadeau que l'on peut faire à quelqu'un qui ne peut plus lire soi-même. De me lire quelque chose et en vif, pas une voix d'ordinateur ou sur les livres parlés d'Audible. Tout cela, c'est formidable, mais ce n'est pas du tout la même chose. Depuis plusieurs semaines, ce comité de lecture découvre les romans en course pour le prix Horizon. Un prix qui récompense les auteurs d'un 2e roman en langue française. Une aventure auquel a pris part Corinne, lectrice bénévole. Au départ, je suis déjà lectrice à l'ONA depuis une dizaine d'années, mais je lis habituellement en studio. Donc je ne rencontre jamais les lecteurs. Et donc mon envie de participer à ce concours, la première raison était de pouvoir être au contact même des lecteurs. Pendant 23 semaines, les 6 livres de la compétition vont être comptés à ces personnes malvoyantes. Une façon de rendre la littérature plus accessible et de ne pas attendre une transcription en braille ou en fichier audio. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a choisi ce format-là, c'est pour qu'ils puissent avoir accès en même temps que les autres comités de lecture du prix Horizon aux livres de la sélection. Donc on a commencé à lire en même temps que les autres le 15 décembre et on finira en même temps que les autres. Le vote se tiendra le 21 mai. En attendant, le voyage littéraire peut continuer. Je n'ai aucun problème avec les vivants, non. Rassure-moi. Voilà, et nous allons tout de suite revenir à l'information principale de cette édition spéciale, cette opération policière qui est donc toujours en cours à Forêt à l'heure actuelle. Arnaud de Spiegelard, vous êtes sur place, l'assaut a été donné. Oui, l'assaut a effectivement été donné. Il correspondrait donc bien au coup de feu qu'on a entendu il y a une vingtaine de minutes. Des coups de feu au compte-gouttes qui ont duré environ 5 à 10 minutes, qui provenaient vraisemblablement de l'arme des forces de l'ordre, complètement différents des coups de feu qu'on a entendus plus tôt dans l'après-midi, qui eux étaient des tirs en rafale et qui provenaient certainement d'une Kalachnikov. On ne peut pas encore vous confirmer à 100% que l'assaillant aurait été arrêté, mais cette information circule d'ores et déjà ici. Alors autour de moi, de plus en plus de gens aussi qui rentrent du travail et qui donc ne comprennent pas forcément la situation parce qu'ils n'en ont pas été informés et qui aimeraient bien pouvoir retourner dans leur demeure, mais le périmètre de sécurité est toujours maintenu et donc pour l'instant on ne peut toujours pas accéder au quartier rue du Driss, rue du Lot. Il faut encore patienter à ce niveau-là et avoir donc la confirmation que la personne retranchée a bien été interceptée. Merci beaucoup Arnaud de Spiegelard. Et Elisabeth Groutard, selon des sources policières, cet assaillant arrêté serait mort.
Alors oui, on ne sait pas encore s'il a été arrêté, mais selon certaines sources policières, il a bien été arrêté, voire tué, et il serait même mort l'arme à la main. En tout, donc, il y a 4 policiers qui seraient blessés. Un 4e blessé s'est ajouté ce soir aux 3 autres policiers déjà blessés cet après-midi. Cela confirme donc qu'il y avait au moins encore, ou qu'il y a encore une personne dans cette maison à Forêt, mais on ne sait pas encore s'il y en a d'autres personnes qui ont tiré ces coups de feu qui sont encore en fuite. Merci beaucoup Elisabeth Groutard. Et nous allons tout de suite reprendre la direction du quartier Saint-Denis où vous vous trouvez toujours Pierre Baudot. Pierre Baudot avec qui nous avons visiblement perdu la connexion. Elisabeth Groutard, on nous confirme également qu'un 4e policier serait blessé. Oui, tout à fait, Marine. Donc un 4e blessé policier qui s'ajoute aux 3 autres blessés de cet après-midi. Donc on le rappelle, c'était dans le cadre d'une perquisition effectuée en rapport avec les attentats de Paris dans une maison qui avait déjà été visitée par les enquêteurs. Ici, elle devait être visitée par les enquêteurs belges et français, mais ces enquêteurs ont été particulièrement surpris car ils croyaient seulement trouver des indices, espérer trouver des indices en rapport avec les attentats de Paris, et puis ils ont essuyé des coups de feu. C'est dire la surprise qu'ils ont eue en arrivant sur les lieux. Merci Elisabeth. Et nous allons tout de suite retrouver notre journaliste sur place, Pierre Baudot. Vous êtes toujours dans le quartier Saint-Denis, on l'a entendu. Un assaut a donc été lancé. Quelles sont les informations dont vous disposez ? Aucune information n'a été confirmée ici, mais en effet, c'est ce qu'il se susurre à droite et à gauche, c'est que l'assaut en effet a été donné, comme Arnaud en a parlé. Mais ici, à part l'agitation et comme aussi le fait que les gens rentrent du travail, donc beaucoup plus de gens encore en attente devant ce périmètre de sécurité, mais qui est maintenu. Et sur la place, pour l'instant, on ne voit pas de mouvement qui permettrait de dire que l'assaut est en cours. Donc voilà, donc je vais vous en dire plus pour l'instant. Tout le monde reste évidemment en attente, et, comme nous, d'informations complémentaires et certainement qui pourraient se confirmer au fil des minutes. Merci Pierre. Et j'accueille à présent Françoise Skepmans, bourgmestre de Molenbeek, qui nous a rejoint en plateau. Bonsoir. Merci d'être là en direct avec nous. Quel est le rôle des autorités politiques et de la police locale dans pareille situation, vous qui avez connu évidemment cette situation? Oui, donc j'ai connu justement l'évolution et l'attitude différente de la police. À savoir qu'avec la fusillade de Verviers, il y a eu des perquisitions qui se sont déroulées, et là nous n'avons été absolument pas informés par la police fédérale, tandis qu'après les attentats de Paris, pour toutes les opérations, nous avons été informés et on a demandé à la police locale d'assurer un périmètre de sécurité pour les opérations plus importantes. Et c'est vrai que cette collaboration fédérale-locale est très importante et aussi permet de rassurer la population, parce que c'est vrai, les parents, les habitants doivent connaître un stress important par rapport à ces événements. Et donc la mission de la police locale, c'est évidemment d'assurer ce périmètre et de rassurer la population, de faire en sorte que celle-ci ne soit pas en danger et que tout soit bien organisé. Et donc, je pense que le rôle de la police locale et de l'autorité communale est important par rapport à ces événements. Important, mais limité aussi. C'est vrai qu'on a entendu le bourgmestre de Forêt, Marc-Jean Guessel, s'exprimer. Il ne disposait pas d'éléments supplémentaires que ceux dont disposent les médias. C'est un rôle délicat. Vous êtes dans une situation de surexposition. On attend beaucoup d'informations de votre part. Comment réagir, comment faire face à toutes ces questions qui émanent de toutes parts? C'est vrai que nous n'avons pas connaissance du contenu des opérations. Nous ne savons pas si c'est pour arrêter des personnes ou si c'est pour avoir des indices. Vous et donc, regrettez on ça? se sent quand même démunis, notamment par rapport aux questions qui nous sont posées. Oui, je pense qu'on devrait être mieux informés, notamment avant une opération, pour savoir exactement quelle est l'ampleur de celle-ci. Mais le bourgmestre travaille en étroite collaboration avec son chef de corps, avec le commissaire de police,
pour justement assurer une bonne opération dans le déroulement des perquisitions notamment qui se sont réalisées. Merci Françoise Quépons, vous restez bien entendu avec nous. Elisabeth Croutars, on va peut-être refaire un point avec vous sur la situation en cours. On le rappelle, l'opération policière est toujours en cours. Un assaut a été donné et l'un des assaillants serait décédé. Une information à prendre évidemment au conditionnel. Oui, tout à fait. Donc, un des assaillants serait décédé, l'arme à la main. Ça nous vient de sources policières, mais comme vous le dites, c'est à prendre au conditionnel. Un 4e policier a été blessé dans la soirée. Ça s'ajoute aux 3 policiers blessés cet après-midi par balle. Il y a donc eu des tirs qui ont été essuyés à l'encontre des policiers cet après-midi. Alors, à savoir avec quelle arme qui a tiré, on ne le sait pas encore. On ne sait pas encore déterminer qui sont ces auteurs. Ce qu'on sait, c'est que les perquisitions ont été menées dans le cadre des attentats de Paris, qu'il ne s'agissait pas de cibler Salah Abdeslam, mais bien 2 personnes liées aux attentats de Paris, à savoir si ce sont les personnes en rapport avec les attentats directement, c'est-à-dire les personnes inculpées, les 11 personnes inculpées pour le moment. Ça non plus, on ne le sait pas encore. Merci Elisabeth. Et nous allons tout de suite rejoindre notre journaliste Arnaud de Spiegelard. Arnaud, vous trouvez toujours rue du Dries, à proximité de la rue du Dries, la même où une habitation a été perquisitionnée et où une fusillade s'est déroulée ensuite. Avez-vous de nouveaux éléments? Y a-t-il de nouvelles informations qui vous parviennent dans le quartier? Pas par rapport à il y a 5 minutes, mais je sens que l'ambiance est tout de même en train de se détendre petit à petit, et donc il y a comme le message qui est passé comme quoi bien les opérations seraient en cours de se terminer, et on sent tout de même je vous le disais, un certain soulagement dans le chef des gens ici qui se trouvent autour de moi, et notamment cette dame, je ne sais pas si vous la voyez à ma gauche, mais madame a passé toute l'après-midi ici en notre compagnie avec son GSM en essayant de recueillir des informations et en essayant de savoir ce qui se passait pour son enfant qui se trouve dans l'école qui est juste dans la rue qui donne sur la rue de Dries et une rue parallèle. Je ne sais pas, madame, vous pouvez nous dire, est-ce que vous pensez que c'est fini? Est-ce que vous êtes un petit peu soulagée? Non, pas encore. Pas encore totalement, mais vous avez des bonnes nouvelles? Non, toujours pas, mais voilà, je viens de téléphoner à la YUF de l'école et elle m'a dit qu'il y avait en fait un policier qui allait rentrer dans l'école pour voir qu'est-ce qu'il pouvait faire pour les enfants. Oui, c'est tout de même un bon signe, on sent qu'il y a certaines choses qui bougent. Oui, quelque chose comme ça, voilà. Vous pouvez juste nous dire comment vous avez vécu cet après-midi jusqu'à présent? Très dur. Comment, je sais même pas comment expliquer. Là tout à l'heure vous m'avez dit normalement ça se passe à la télé. Oui, on voit que ça qu'à la télé. Bah oui, malheureusement là ça arrive dans notre quartier, c'est un peu, on réalise pas en fait trop. C'est un peu, c'est choquant. Et là vous allez retrouver votre enfant, vos enfants? J'espère, oui. On l'espère pour vous et très certainement. Merci beaucoup, madame, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Mais je peux vous dire qu'entre 14h et maintenant, le visage de cette dame a déjà très fort changé. Lorsque nous l'avons rencontrée, je dois vous dire qu'elle tremblait beaucoup et ne savait pas vraiment ce qu'elle devait penser. Donc on la remercie et aussi, voilà, le quartier est en train, je pense, petit à petit, d'avoir un poids qui se libère. Merci beaucoup Arnaud. C'est vrai qu'il y a les parents stressés, mais on pense évidemment à tous ces enfants qui sont en train de vivre une après-midi bouleversante. Françoise Quépons, comment fait-on pour gérer l'après? Voilà, ces enfants qui ont vécu ces choses compliquées. Quel dispositif mettons en place? Quel dispositif avez-vous mis en place dans la commune de Molenbeek après les événements que l'on connaît? Alors qu'on a eu ces opérations et les attentats de Paris, c'est vrai qu'il y a eu, comme je l'ai dit, des inquiétudes au sein de la population et également dans le milieu scolaire, que ce soit de la part des équipes pédagogiques dans les écoles, de la part des parents et de la part des élèves. Donc on a véritablement d'abord
rassurer justement tous les éducateurs, tous les instituteurs, les institutrices. C'est la cellule pédagogique qui s'en est chargée, ainsi que le fonctionnaire de prévention. Et ensuite, ces instituteurs ont une communication directe avec les parents et les enfants. Et donc, les parents ont eu le sentiment que véritablement les mesures avaient été prises par les autorités communales pour pouvoir assurer un encadrement, pour pouvoir faire en sorte que les cours se passent dans la sérénité et que finalement la vie reprenne son cours très rapidement. Françoise Quepmans, on a parlé du rôle du bourgmestre qui était parfois un petit peu démuni face aux questions qui émanent de toutes parts. Un mot maintenant sur les mesures de sécurité qui sont décidées très rapidement, ces périmètres de sécurité qui sont mis en place. Comment tout cela s'organise? Alors, le chef de corps de la police est généralement prévenu en fonction de l'opération, de l'importance de l'opération, soit 24 heures avant, soit quelques heures juste avant, et il est le seul à être directement informé, parce que la police fédérale veut la plus grande sécurité, la plus grande confidentialité par rapport à ces opérations. Et donc c'est au dernier moment que les policiers sont prévenus, c'est au dernier moment aussi que moi, comme autorité administrative, je suis informée, et puis je suis informée en temps réel sur tous les mouvements qui se passent dans le cadre de l'opération sur le terrain. Et comme je vous le dis, on est démunis par rapport aux questions des habitants, par rapport aux questions des parents, parce que souvent on ne connaît pas le contenu même des opérations qui sont menées. Voilà, et vous plaidez donc pour une meilleure collaboration. Certainement. Et pour plus d'informations envers les bourgmestres. Merci beaucoup Françoise Quepmans d'avoir été notre invitée ce soir. Et je vous propose maintenant de refaire un point complet sur la situation qui se déroule en ce moment, cette opération policière qui est menée à Forêt. Elisabeth Groutars, on l'a dit, l'assaut a été donné et l'opération serait en train de se terminer. Oui, tout à fait, Marine. Donc l'assaut a été donné peu après 18h. Là, un 4e policier donc, a été blessé. Ça s'ajoute aux 3 policiers qui ont déjà été blessés cet après-midi. On n'en sait pas plus sur l'identité des auteurs de ces coups de feu. Ce qu'on peut dire, c'est que certains de ces auteurs pourraient encore être en fuite. Et selon des sources policières, l'un de ces auteurs a été arrêté et il serait mort l'arme à la main. Alors visiblement cette opération a été menée conjointement avec la police française. Les policiers ne s'attendaient pas à une telle ampleur de la situation. Ils pensaient seulement faire ce qu'on appelle une opération de routine. Ils pensaient arriver sur les lieux et trouver peut-être des indices en rapport avec les attentats de Paris. Et là, ils ont essuyé des coups de feu. Alors la police, donc je l'ai dit, a mené une opération main dans la main avec la police française. C'est une opération qui, pour la première fois, est très délicate puisque c'est la première fois qu'il y a des coups de feu suite à une perquisition depuis les attaques de Verviers. Et ce qui est important aussi de savoir, c'est que maintenant, tous les élèves qui sont dans les écoles à proximité de cette maison à Forêt vont enfin pouvoir retrouver leurs parents. Voilà, des informations rassurantes donc à propos de cette opération policière qui est en train de se terminer à Forêt, opération qui ne visait pas Salah Abdeslam. Nous allons clôturer ici cette édition spéciale concernant cette fusillade qui est donc en train de se terminer. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci de votre présence et de votre fidélité à BX1. Je vous souhaite une très belle soirée et à demain.